1970, André Leclerc joint la minuscule équipe des conseillers de la FTQ, un regroupement syndical majeur mal nanti quant aux moyens. Dès lors, et pendant 38 ans, ce scribe de talent va assister à la métamorphose du petit comptoir de services syndicaux en une véritable centrale dont le rôle d'acteur social et politique devient incontournable dans le Québec moderne. Pour son plus grand bonheur, on le plonge dès son arrivée dans des crises qui vont marquer la société québécoise. Octobre 70, l'enquête dans la presse, bisbille dans la construction, Front commun de 1972, contrôle des salaires, United Aircraft et autres grèves infernales partout au Québec. Tout au long des années 1980, devant le terrible déferlement du néolibéralisme, André Leclerc va participer activement au combat et à la résistance du mouvement syndical contre ce fléau. Enfin, après 2 ans de coopération syndicale en Afrique, il devient à son retour l'homme de la solidarité internationale à la FTQ. Depuis, son militantisme n'a pas vraiment ralenti. Cela pour dire que si André Leclerc, homme de plume, homme d'action, a été un témoin important dans l'histoire de la FTQ, il en a aussi été un acteur y ayant laissé des traces bien visibles. André Leclerc, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est très sympathique. André Leclerc, vous avez été à l'époque... Un instant. Oui. Je pense que personne ne va croire qu'on ne se connaît pas. Et on travaille ensemble depuis 7-8 ans, 6 ans. 7-8 ans, oui. On peut-tu se dire dessus? Bien, étant donné que je ne brigue pas de travail à Radio-Canada, on pourrait se dire dessus. Oui. Probablement. Pour être plus simple. Mon cher André. Oui. Oui, Nelson. Tu as été un des premiers employés de la FTQ. Tu as à peu près tout vu à la FTQ. Tu as été passionné par la FTQ. Tu viens de Valleyfield, oui. Qui est une ville de choc à l'époque. Oui, c'est... Il y avait une grande usine là, très connue qui datait du début du siècle, la Montreal Cotton. Et ça, c'était à 2 pas de chez moi quand j'étais tout petit. La présence ouvrière à Valleyfield m'a marqué. Ça, dès le tout jeune âge, là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me croient, mais moi, j'ai des souvenirs de la grève de Montreal Cotton en 1946. Donc, j'avais 3 ans. C'est bizarre. Évidemment, c'est probablement des souvenirs fabriqués aussi par tout ce que les gens en disaient, parce qu'on en a parlé longtemps. Ça a marqué beaucoup les esprits. Mais j'ai comme encore des images de ça. J'ai l'impression que mes parents m'avaient amené un soir à une manifestation devant l'usine. Et puis à un moment donné, puis je me souviens encore de parapluies de gens parce qu'il pleuvait. On était rentré à la maison très vite parce qu'il a commencé à y avoir du grabuge. Il y a des vitres qui sautaient, puis et c'était inquiétant. À l'époque, ça a été une grève qui a vraiment divisé la population parce que c'est une usine qui employait plusieurs centaines d'hommes et de femmes de la ville. C'est la principale manufacture. Et spontanément, les gens avaient une certaine solidarité avec les ouvriers. Ils connaissaient leurs conditions. Mais l'élite, et l'Église surtout, l'Église catholique, étaient vraiment opposés à cette grève. Entre autres parce que parmi les dirigeants de la grève, il y avait Kent Raleigh et Madeleine Parent, qui ont toujours été soupçonnés d'être communistes. En fait, eux-mêmes se décrivaient comme des compagnons de route du Parti communiste, mais n'en étaient pas membres officiellement. Et on était en plein duplessisme. On était en plein Duplessis. En 1946, Duplessis vient tout juste de revenir au pouvoir. Oui. Et à Valleyfield, à la cathédrale de Valleyfield, l'un des vicaires ou des... Je ne sais pas s'il était vicaire ou curé, mais en tout cas, il y avait Paul-Émile Léger. Paul-Émile Léger, qui allait devenir plus tard cardinal. Le prince de Montréal. Le prince de Montréal. Alors, Léger faisait, pendant la grève, une messe tous les matins. Pour qui? Pour les scabs, les briseurs de grève. Et après la messe, il sortait sur le parvis, il bénissait ces fiers travailleurs qui montaient dans des camions et, escortés par la police provinciale, allaient défoncer les lignes de piquetage.
Voilà. Le goupillon et le bâton. Oui, c'est ça. Disons que quand j'ai découvert tout ça, j'ai été assez révolté de voir comment cet homme qui s'est fait passer pour un saint pendant toute sa vie était carrément pas du côté du bon peuple. Donc, de ta très jeune enfance, tu es exposé à ces forces antagonistes, la société d'une part, l'Église, l'industrie, les conflits qui en découlent. Et toi, tu baignes un peu là-dedans. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs et un frère. Je suis l'aîné. Mais ton père, lui, était-il ouvrier à la Montreal Cotton? Non, mon père, à l'époque de cette grève, travaillait dans une épicerie comme commis. Ce qui l'avait amené à Valleyfield avant, c'est bizarre, c'était un poste de bedeau, de sacristain à l'église de Bellerive. Et c'est là qu'il a connu ma mère à cette époque-là. Ensuite, il est allé travailler en épicerie. C'était un petit peu mieux payé que sacristain. Mon père n'avait pas beaucoup d'instruction parce qu'à l'âge de 16 ans, il était devenu frère Oblat. Il était allé au Juvénat des frères Oblat. Et il était là 4 ans à peu près. Et les Oblats ne l'ont pas instruit. Ils lui ont fait faire du travail ménager puis du travail de manuel. Frère convert, c'était le terme juste, mais le terme courant, c'était frère manuel. Frère manuel. Et mon père est sorti de là, pas révolté, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été assez discipliné et soumis. Ça venait de sa famille. Son père était très sévère. Et ma mère, elle, de son côté, avait été enseignante. Très jeune, elle avait commencé à enseigner. Et quand elle s'est mariée, elle a dû cesser d'enseigner parce qu'à l'époque, c'était défendu aux femmes mariées d'enseigner. Elle est devenue une femme à la maison, sauf qu'elle s'est ouvert un petit magasin de coupons, comme on les appelait à l'époque. Elle vendait du tissu, des rubans, toutes sortes de choses. Le magasin de coupons de ma mère, là, il était pas loin de l'usine. Et le midi, la rue était envahie par les bicyclettes des travailleurs qui allaient à la maison, qui allaient manger à la maison. Et on entendait la sirène de l'usine, et là, il y avait des centaines de bicyclettes dans la rue. C'était une image très, très frappante. L'autre image que j'ai des travailleurs, c'est la fête du travail. Il y avait des parades à la fête du travail dans les rues, et chaque corps de métier, chaque syndicat d'usine paradait souvent dans les vêtements de travail. Et je me souviens, ce qui m'avait frappé, c'était, entre autres, les travailleurs de la Chenelée, parce qu'il y avait une distillerie à Valleyfield qui existe toujours. Les travailleurs de la Chenelée, dans leur parade, ils roulaient un immense tonneau. Oui, des gros tonneaux. Oui, des gros tonneaux dans lesquels... ça m'avait frappé. Ça, c'était mes premières images, si on veut, de la classe ouvrière. Parce que mon père étant épicier, ma mère ancienne enseignante, puis propriétaire d'un petit magasin, c'était pas des ouvriers d'usine. C'est pas des vrais travailleurs. C'est des vrais travailleurs pour moi. Pour moi, la classe ouvrière, c'est pas seulement le lumpen prolétariat, c'est pas seulement les travailleurs d'usine, c'est les salariés, si on veut. Ma grand-mère et mon grand-père avaient ce qu'on appelait un petit restaurant. Un petit restaurant, à l'époque, au fond, c'était un dépanneur. On n'appelait pas ça comme ça dans le temps, mais... Et il y avait ce qu'on appelait un petit orphelinat, mais qui était aussi une école privée, qui était dirigée par des religieuses. Et il y avait l'école primaire, là. Plutôt que d'aller à l'école primaire publique, où allait la majorité des enfants. Sous les conseils de ma grand-mère, mes parents m'avaient inscrit à cette école-là. Et ma grand-mère gavait les bonnes sœurs de crème glacée, parce qu'elle était à même avec le restaurant. Et comme par hasard, j'étais premier de classe. Mais quand... en 3e année, là, quand mes parents ont décidé de déménager à Saint-Hyacinthe, où mon père est devenu propriétaire d'une épicerie, là, tout d'un coup, mes notes ont été beaucoup moins bonnes. Alors, mes parents pensaient que c'était parce que j'étais, je sais pas, perturbé par les changements de milieu et tout ça. Mais en fait, c'était parce que j'étais
pas un élève super brillant. Je réussissais comme dans la moyenne, mais il n'y avait plus de crème glacée. Il n'y avait plus de crème glacée pour les bonnes sœurs. Alors, à cette époque-là, j'ai quand même eu une certaine facilité à écrire. Je faisais des compositions françaises, comme on appelait, puis j'étais parmi les meilleurs pour ça. Dans les autres matières, ben, je passais, du cours. Quand on est arrivé à Saint-Hyacinthe, où mon père avait une épicerie, mes parents étaient très absorbés par ce travail-là. Donc, j'étais beaucoup moins surveillé. C'était une époque de liberté. Et ça j'ai beaucoup apprécié ça. Et quand même, j'ai réussi mes études et mon père a dit, là, il y a vraiment besoin de discipline. Et ils ont décidé que je devrais être pensionnaire dans un collège pour faire mon cours classique. À la même époque, mes parents ont vendu leur magasin qui était en train de faire faillite, là, parce que mon père faisait beaucoup de crédits. C'était comme ça à l'époque. Hein? Oui, c'est ça. Et il y avait une solidarité entre les petits commerçants puis les gens plus démunis, les grosses familles et tout ça, les travailleurs, si on veut. C'est la même culture ouvrière, finalement. Oui, c'est ça. Là, j'arrive au collège, le collège de Rigaud. Au début, je trouve ça un peu difficile. On sort 3 fois par année, à la Toussaint, à Noël, puis à Pâques. Et bien sûr, pendant les vacances d'été. Mais tout le reste, on est au collège, on ne sort pas. On ne va pas chez nous les fins de semaine, là. Et mes parents viennent me voir régulièrement, mais j'ai compris très vite que j'étais le seul maître de ma destinée. C'est moi qui allais faire ce que j'allais devenir, c'est pas les autres. Au collège, bien sûr, j'ai fait mes études, pas toujours avec grand succès, mais je me passionnais pour l'écriture. Je faisais de la poésie, je faisais des petites histoires, tout ça. Assez vite, j'ai joint l'équipe du journal du collège. Je faisais aussi du théâtre. Ça aussi, ça m'a passionné. J'ai même écrit des petites pièces qu'on a montées et tout ça. Et j'adorais aussi toutes les activités parascolaires. J'allais toutes les journées de congé. On était à flanc de montagne, le collège était à flanc de montagne. J'allais en excursion dans le bois. Puis je me suis fait évidemment des amis. La vie au collège, ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher, puis je faisais de grands sacrifices. Ma mère était redevenue enseignante les premières années où j'étais au collège, parce que là, c'était permis maintenant pour les femmes mariées d'être enseignantes. Et donc ça aidait. Sauf que la commission scolaire les réembauchait à chaque année. Il n'y avait pas de permanence au début, là. Il n'y avait pas de sécurité d'emploi. Je me souviens, il fallait aller voir le commissaire d'école pour essayer de l'amadouer puis dire vous pouvez essayer de pousser sur la candidature de Mme Leclerc, là, parce que... Et chaque année, c'était renouvelé Et donc, mais avec son salaire, plus les maigres salaires de mon père, il y avait cette capacité de me maintenir à l'école. La vie au collège a fini par être celle que je préférais. Et je suis resté là jusqu'à la fin de ma rhétorique, là. Mes parents étaient réinstallés à Valleyfield après la vente du magasin de l'épicerie de Saint-Hyacinthe. Et ils m'ont offert d'être externe au séminaire de Valleyfield. Et j'ai été externe à Valleyfield en philo 1. Puis en philo 2, à cause de mes activités au journal, où on avait un peu insulté le préfet des études, j'ai été mis à la porte du collège. Et pas de diplôme. J'étais parmi les premiers de classe tout d'un coup. Après avoir été un élève médiocre les premières années, là, ça allait bien. Mais j'ai été mis à la porte du collège. Tes parents ont pris ça comment? C'était assez désastreux pour eux, parce qu'ils étaient assez fiers de moi. Et je finissais mes études, j'avais des bons résultats. Ils ne connaissaient pas toutes mes démêlés avec les curés, là. Mais là, ils ont dit, comment lâcher Puis là, ils ont dit, veux-tu continuer ailleurs? D'ailleurs, il y a certains des professeurs qui disaient, on peut vous aider à vous faire intégrer dans un autre collège pour finir l'année. Mais moi, j'étais un peu... tête brûlée, là, j'ai dit, moi, cette éducation élitiste-là, c'est pas vrai que j'ai besoin d'un baccalauréat. Puis, en tout cas, j'ai refusé de finir mon baccalauréat. Et ça, mes parents ont été assez dévastés par ça. Il faut se rappeler, quand je suis arrivé là en 1955, c'était encore la mainmise de l'Église catholique partout sur la société québécoise. Tout était sous le contrôle de l'Église. Et
Au collège, il y avait vraiment, puis c'était pas le pire des collèges classiques à ce niveau-là, mais il y avait une vision élitiste. Très, très vite, on nous disait, écoutez, vous allez être la crème de la société, vous autres. Là. Ça va vous donner des responsabilités envers le peuple. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mes parents, avec ma mère en particulier. Je disais, c'est beau, là, l'instruction que j'acquiers, puis je vous suis reconnaissant de me maintenir au collège. Ce qu'on nous dit, puis ce qu'on va faire de moi, en me transformant, puis en m'éduquant, c'est quelqu'un qui va être une sorte de négation de votre culture, du monde ordinaire. Tu sais, moi, je vais être dans l'élite si je me conforme à l'image qu'ils veulent nous donner de nous-mêmes. C'est une société où tu as les professionnels en haut, là, puis tu as en bas le petit peuple, là, qui est là pour être gouverné, qui est là pour servir les autres. Et ça m'agaçait. J'ai même eu des confrontations avec certains de mes professeurs. Un, entre autres, qui, à un moment donné, ridiculisait les gens du peuple. Là, j'avais à peu près 16-17 ans. Là, je commençais à être plus articulé au niveau de ma pensée sociale. Il avait pris un texte d'un auteur comme Chateaubriand ou je ne sais pas quoi, puis il s'était mis à le lire en joual, si on veut, puis avec un ton nasillard, puis évidemment, tout le monde rigolait dans la classe, mais moi, ça m'a vexé, ça m'a révolté. Je me suis levé, puis je l'ai arrêté. Et là, je l'avais engueulé, puis j'avais dit que c'était méprisant ce qu'il faisait là, puis que c'était... Et je disais, ici dans la classe, là, il y a beaucoup d'élèves qui sont ici parce que leur père, leur mère travaillent bien dur pour les maintenir ici. Puis leur père, leur mère, ils parlent peut-être comme ça. Mais Puis moi, je suis très fier de mon père, de ma mère, mais ce que vous faites, là, c'est un mépris qui est inacceptable. Alors, il m'avait évidemment sorti de la classe, puis j'avais été réprimandé pour ça, mais c'était, disons, mon premier geste là, de révolte sociale, si on veut. Et là, tu n'as pas ton diplôme, mais qu'à cela ne tienne, tu recommenceras pas, tu vas aller te chercher du travail, tu cherches de l'écriture. Oui, parce que c'est tout ce que je sais faire. Et là, je rencontre par hasard un gars qui s'appelle Robert Landreville, et on se connaît. Il me dit, toi, t'aimes ça écrire, puis t'aimerais ça être journaliste? Ben, oui, mais je sais pas trop où, là. Ben, il dit, j'ai un ami qui est à Saint-Jérôme, à l'Écho du Nord, puis il m'a dit qu'il cherchait un deuxième journaliste. Là. Il y avait déjà un journaliste permanent, puis il y avait des collaborateurs, mais il y avait un seul journaliste permanent, puis là, il en cherchait un deuxième. Il dit, tu vas aller voir. Alors, j'ai pris rendez-vous, je suis allé, et j'ai été embauché. Et là, l'Écho du Nord, c'était une expérience intéressante parce que Saint-Jérôme, je découvre que c'était un peu une espèce de microcosme qui reproduit en plus petit le Québec avec ses élites. Puis à Saint-Jérôme, il y avait une vieille élite locale qui avait été des notaires, des avocats, des docteurs qui occupaient toujours des postes de maire ou de députés. Puis c'est des vieilles familles, là. Cette élite-là était reconnue. Et tu avais une classe ouvrière importante parce qu'il y avait 3 grandes usines. Il y en avait plusieurs petites, mais 3 grandes. Il y avait la compagnie de papier Roland. Il y avait la Dominion Rubber qui faisait des chaussures. Et il y avait aussi la Regent Knitting Mills. Ah, qui deviendra Tricophile. Plus tard, Tricophile. Oui. Mais à l'époque, toutes ces usines-là qui employaient ensemble quelques milliers de travailleurs, plus des petites usines, il y avait une classe ouvrière assez articulée, assez organisée et qui s'exprimait publiquement. Il y avait un conseil du travail, la CSN avait son conseil central et il y avait une présence ouvrière nette et claire. Donc, on voyait les différences de classe. Ça, c'est une première chose qui m'a frappé très vite en y arrivant. Puis, comme on était 2 journalistes, on couvrait tout. Puis l'Écho du Nord, contrairement à la plupart des hebdomadaires régionaux, c'était un vrai journal. On faisait de la nouvelle. On couvrait systématiquement la scène municipale, la scène scolaire, les activités sociales, bien sûr, mais
On le faisait comme des vrais journalistes. Et ça a été un apprentissage accéléré. Comme on était deux, on couvrait large. Et j'ai fait des reportages sur des crises au niveau municipal, au niveau scolaire. J'apprenais à vitesse grand V, là. Mais ce qui m'a passionné encore plus, c'est de couvrir les conflits ouvriers et le monde syndical. Ça m'intéressait. Il y a eu des gros conflits pendant que tu étais là. Ah oui, il y a eu des très gros conflits. Il y en a eu à la Dominion Rubber, il y en a eu à Region Knitting. Des conflits avec violence, là. Ah oui, ça très souvent. De ligne, puis tout ça. Là. Très souvent, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, puis après ça, je l'ai expérimenté personnellement quand je suis devenu syndicaliste, dans toutes les grèves, il y avait des scabs. Parce qu'il n'y avait rien qui interdisait l'utilisation de scabs. Et très, très vite, puis le patronat était assez brutal parce qu'ils avaient toujours l'espoir de se débarrasser des syndicats quand il y en avait ou de les empêcher de s'installer quand il n'y en avait pas. C'est dans ce contexte-là que tu rencontres Édouard Gagnon. Oui, Édouard Gagnon était permanent du Congrès du travail du Canada. Et il s'occupait un peu de la région des Laurentides. Et lui-même était originaire de Saint-Jérôme. Il avait travaillé à Region Knitting Mills à l'âge de 15-16 ans. Dans des conditions épouvantables. Dans des conditions épouvantables. Ouais. Il était devenu lui-même un syndicaliste. Il a été président de son syndicat encore très jeune, dans la jeune vingtaine. Et plus tard, il est devenu permanent syndical. Et là, il se retrouve comme conseiller syndical des travailleurs de Region Knitting Mills. Et il y a, pendant que je suis journaliste, une grève, ce qu'ils ont appelé la grève Perlé. Oui, une grève, oui, en 65-66. Et là Édouard est un peu le directeur de cette grève, puis aussi le conseiller, le négociateur. Il tient des assemblées, entre autres, à l'hôtel La Pointe, qui était l'hôtel central à Saint-Jérôme. Je les couvre. Et après l'assemblée, je vais l'interviewer. Très vite, j'admire cet homme-là. C'est un homme d'une solidité, une droiture, qui s'exprime bien. Mais c'est un ouvrier de base, qui a tout fait son école syndicale à partir de la base. Puis on se revoit, puis on devient amis. Et je lui dis, moi, Édouard, là, c'est ça que j'aimerais faire. Le travail que tu fais, là. Parce que moi, je suis journaliste, ça me passionne le journalisme, mais ça me frustre aussi parce que je dois être neutre, je dois être objectif, je dois regarder ça au-dessus, là. Puis moi, je vais être identifié aux batailles que vous faites. Je ne peux pas le faire comme journaliste, mais Édouard m'a dit, écoute, oui, c'est possible. Là, de temps en temps, il y a des gens comme toi là, qui ont certaines capacités, soit en journalisme ou autre chose, qu'on embauche dans le mouvement syndical, mais 90% des conseillers syndicaux, c'est des gens qui sont partis de la base, qui ont été délégués, qui ont été présidents de leur unité, qui sont devenus organisateurs, recruteurs. Alors, il me dit, mais ça peut arriver. Alors, il n'y avait pas de poste de possible pour moi à ce moment-là. Mais je remets en cause un peu mon travail de journaliste. Je rencontre mon Robert Landreville et il me dit, moi je suis maintenant à la Compagnie des jeunes Canadiens, je suis directeur au Québec. Et il dit, on cherche un gars là, pour faire de l'information en français à Ottawa. Alors, je déménage à Ottawa, puis je travaille là pendant 1 an et demi à peu près. Mais là aussi, il y a des insatisfactions. Alors, je voulais plus rester là. Et entre-temps, mon ami Édouard Gagnon me rappelle, puis il me dit, écoute, il y a un poste qui va s'ouvrir au Congrès du travail du Canada. J'ai parlé de toi au directeur québécois du CTC. Et il serait intéressé à te rencontrer. Il dit, on veut avoir des jeunes là, qui ont une autre sorte de background. Peut-être que, bon, bien sûr, je viens de le rencontrer à Montréal très vite. Il me fait une longue entrevue, puis à la fin de l'entrevue, il me dit, écoutez, M. Leclerc, parce qu'il vous voyait tout le monde, puis il dit, vous êtes mon choix. Puis il dit, habituellement, mes recommandations à la direction du CTC à Ottawa, il dit, c'est automatique. Alors moi, je retourne à Ottawa. Je quitte la Compagnie des jeunes Canadiens, je viens m'installer à Montréal là, avec ma conjointe puis mon fils qui est tout jeune, là, qui a 2, 3, 4 ans. Là.
Là, j'appelle Vaillancourt, je dis, je suis prêt, là, je suis prêt à commencer. J'ai laissé ma job là-bas. Il dit, ben, il y a un petit problème. Il dit, c'est parce que c'est vrai que c'était mon choix, puis il dit, il n'y a pas d'objection à Ottawa, mais il dit, le trésorier m'a dit que le poste ne peut pas être ouvert tout de suite. C'est que là, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Moi, à la Compagnie des Jeunes Canadiens, j'étais un cadre, donc je n'avais pas souscrit à l'assurance chômage. Alors là, j'ai fait ce que je sais faire. J'ai proposé mes services d'écriture, entre autres les journaux à Potin de Pellado. J'ai même revu mon ami Robert Landreville. Là, durant ce temps-là, bon, j'appelais souvent Vaillancourt, puis je disais, qu'est-ce qui arrive? Bien, justement, il dit, j'ai parlé de vous à Fernand Daou. Fernand Daou, il dit, il est nouvellement directeur du SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique. Il dit, il serait prêt, lui, peut-être à vous embaucher pour quelques mois parce qu'ils ont un problème à Terre des Hommes. Il veut avoir quelqu'un qui pourrait essayer de dealer avec la situation.